C'est une question, parce que c'est pas évident que la réponse soit positive. Alors, en quelques mots, EGAL, Égalité, Laïcité, Europe, est une association qui œuvre à la promotion de la laïcité en France comme en Europe. Et à ce titre, nous collaborons avec la Commission et le Parlement européen dans le cadre de l'article 17 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc la définition de la laïcité sur laquelle je vais m'appuyer, c'est la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État. C'est-à-dire c'est la définition constitutionnelle. Ce principe d'organisation de la société nous garantit liberté de conscience, qui est la clé de l'émancipation des hommes et des femmes, et constitue surtout un rempart contre toute tentative de prise de pouvoir politique d'une hiérarchie religieuse, quelle qu'elle soit, sur les esprits et sur les personnes, et elle protège la démocratie. En tout cas, en France, c'est un principe dont nous avons eu besoin pour consolider la République, la Troisième République, en 1905. Alors, qu'est-ce que ça signifie en Europe? En Europe, on a quand même, on va dire 27 nations, on va faire court, hein, on va considérer que les Anglais sont déjà sortis. Peut-être que je m'avance, on ne sait plus trop quoi dire. Mais en Europe, en tout cas, je ne les ai pas d'ailleurs considérés comme tout à fait dehors, puisque je vais en parler tout à l'heure de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre en particulier. En Europe, en fait, pour eux, être laïque, c'est ne pas avoir de religion. C'est l'acceptation belge qui est acceptée, et beaucoup ignorent à peu près toute la laïcité française, et en tout cas de son intention libératrice et émancipatrice. D'autant que dans l'Union européenne, il y a une propension non négligeable à parler de liberté de religion et même de conviction à la place de liberté de conscience. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Beaucoup pensent que la France n'accorde pas assez de place à la liberté religieuse, et il faut constater que c'est tout de même de moins en moins vrai. On rencontre de plus en plus d'Européens qui savent ce qu'est l'organisation laïque à la française. Il reste que la formulation la plus fréquente, ce que l'on entend en Europe quand il s'agit de liberté de conscience, ça se traduit par liberté de religion et de conviction. Ça, c'est la traduction française. Mais en anglais, on dit freedom of religion and belief. Belief, c'est croyance. Donc, je pense qu'on a traduit croyance en conviction pour faire plaisir aux Français, mais en réalité, la formulation anglo-saxonne occulte totalement ceux qui n'ont pas de religion et ceux qui n'ont pas de croyance, mais des convictions philosophiques par exemple, donc les athées. On est en permanence à devoir lutter contre une idée ou une façon de voir les choses dans l'Union européenne où on laisse de façon générale plus de place aux croyants qu'aux non-croyants. Pourtant, ceux qui se déclarent n'appartenir à aucune religion ou être carrément athées sont majoritaires aujourd'hui dans l'Union européenne. Ils représentent 51% de la population. Donc vous voyez qu'il faut voir dans cet état de fait le résultat du lobbying intense qui est pratiqué par les responsables religieux et en particulier par le Vatican qui dispose à Bruxelles d'un immeuble où il y a une trentaine de salariés dont des juristes qui sont tout à fait susceptibles d'écrire des directives européennes. Et qu'il y a aussi, depuis peu, le Vatican a obtenu un nonce apostolique auprès de l'Union européenne, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Donc il faut quand même s'attendre à ce que leur action de lobbying soit renforcée. Alors dans les pays qui étaient isolés autrefois derrière le rideau de fer, le mot de laïcité est même détesté, parce qu'en réalité ça rappelle l'athéisme d'État que l'Union soviétique avait imposé par la force et qu'ils appelaient laïcité. Donc, en fait, on a du mal à se faire comprendre et parfois à utiliser le mot laïcité, mais je vais vous montrer comment on arrive quand même à montrer que nous ne sommes pas opposés aux droits de l'homme, en particulier aux droits humains. Alors, pour les institutions européennes, on est donc dans la conception belge de la laïcité, on est soit religieux, soit laïque. Pour l'État belge, la laïcité est considérée à l'égal d'une religion, elle est subventionnée comme le sont les principales religions du pays. Le Centre d'action laïque en Belgique francophone par exemple, et puis son équivalent en Flandre de Mens-Nu, sont chargés de l'accompagnement laïque des citoyens. Ça veut dire par exemple organiser un mariage laïque, des obsèques laïques, éventuellement des communions laïques. Ils fournissent des aumôniers laïques pour les prisons et les hôpitaux.
Et donc, il n'y a pas d'idéologie, bien sûr, puisqu'il s'agit de laïcs. Mais c'est une morale basée sur la raison et oui, c'est en fait le travail de la raison. C'est en cela qu'ils aident les gens qui font appel à eux. Alors, je vais vous lire maintenant l'article de 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est en fait le traité de Lisbonne, hein, et qui dit « L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient en faveur du droit national les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union respecte également le statut dont bénéficient en vertu du droit national les organisations philosophiques et non confessionnelles. » Donc tout cela relève de chaque État. Et troisième point, reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. Donc la Commission européenne et le Parlement invitent à ce titre les représentants des religions d'une part et les associations laïques et les obédiences maçonniques à donner leur avis sur la construction européenne, mais dans des réunions séparées. Parfois on invite les uns, parfois on invite les autres. Et tout récemment, il doit y avoir une dizaine de jours à peu près, la Commission européenne a invité des associations laïques et des responsables religieux à envisager la question d'une réunion commune où tout le monde dialoguerait. Et là, on a eu un tir de barrage absolument étanche de la part des représentants du Vatican, appuyés par les Mormons. On a les alliés qu'on trouve, qu'on peut. Et il n'était évidemment pas question de dialoguer avec des incroyants. Alors que d'autres responsables religieux disaient, ben, puisqu'il faut dialoguer pour la construction européenne, on dialogue avec tout le monde. Mais là, c'est très clair, donc nous n'aurons pas l'an prochain de dialogue avec eux, même si nous sommes invités dans le public à assister à leurs réunions de dialogue, et je peux vous dire qu'on souffre beaucoup, parce qu'on entend dire des contre-vérités, hein, dans une réunion récente sur les droits de l'homme, on a entendu dire que l'Église était à l'origine des droits de l'homme, et voilà, vous ne le saviez pas, moi non plus, mais maintenant nous le savons. Il y a même en préparation, il faut le savoir, au Parlement européen, en préparation, il y a une institutionnalisation du dialogue entre le Parlement et les églises, avec un organisme permanent. Le projet, c'est d'installer un organisme permanent qui ferait, en fait, je traduis en termes clairs, un lobbying permanent des religions auprès du Parlement, avec l'assentiment du Parlement. Ça a été bloqué parce que c'était juste au moment des élections, ça a été bloqué fort heureusement avec l'intervention remarquable d'une députée française, Virginie Rosière, qui malheureusement ne figurait plus sur les listes de la gauche. Donc elle n'est plus députée européenne, mais cette mesure a été bloquée jusqu'à la prochaine législature et donc elle va être réexaminée. Donc c'est une victoire temporaire, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout sûr d'arriver à bloquer cela. On ira, s'il le faut, jusqu'au procès la plainte auprès du médiateur de l'Union européenne, plainte que nous avons déjà gagnée dans d'autres circonstances, parce qu'il y a vraiment trop d'inégalités de traitement entre les responsables religieux et les responsables laïcs. L'Union européenne, donc je vous l'ai dit, n'est pas laïque, mais ses institutions sont censées être neutres et impartiales vis-à-vis des religions. Elles sont surtout chargées de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une déclinaison, avec quelques différences, de la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Alors la liberté de conscience, par exemple, est garantie dans son article 18 par la Convention européenne des droits de l'homme, que tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié, et par l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux. Je vous lis cet article. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Vous voyez que dans nos textes fondamentaux, on ne parle pas de liberté de religion et de conviction, mais bien liberté de pensée, de conscience et de religion. Et nous, nous demandons qu'en toutes circonstances, on reprenne ce libellé-là et pas un autre. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Bon, un petit peu plus loin, on dit aussi que tout cela est soumis bien sûr au respect de l'ordre public. L'égalité et la non-discrimination
en raison d'une croyance ou d'une conviction sont également garantis par ces deux textes. Alors dans les États membres, on trouve évidemment des situations très diverses parce qu'elles sont toutes, elles sont toutes liées à l'histoire de chacun de ces pays. Et donc, on a des situations extrêmement différentes. Pour ce qui concerne la séparation, eh bien, il y a quand même 11 pays qui la citent dans leur constitution. Vous voyez que ce n'est pas rien. La France la cite, mais la définit plutôt dans la loi de 1905, qui est reconnue depuis peu comme un principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel. La Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Croatie sont les autres pays qui parlent explicitement de séparation entre les églises et l'État dans leur constitution. Mais ils en parlent et ils l'appliquent en fonction de leur histoire. Donc on va retrouver encore un concordat avec l'Église en Italie, on va retrouver des tas d'accommodements des financements, des accords en Espagne pour financer les cultes. Donc c'est une séparation qui est à géométrie variable selon les États. Le Luxembourg est en passe de l'obtenir, même s'il n'a pas réussi à l'obtenir constitutionnellement, il n'avait pas la majorité requise, mais il subventionne beaucoup moins les religions, et en tout cas, il ne paye plus le salaire des prêtres de quelque culte que ce soit. Des nouveaux, pas des anciens. On laisse mourir l'ancien régime. Mais en tout cas, ils sont en bonne voie. Et deux pays, en fait, ont réellement opéré une séparation alors qu'ils n'en avaient pas. C'est la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est un État très proche de l'Union européenne, et la Suède. La Suède l'a fait en 2000, la Norvège en 2014. La neutralité de l'État est plus ou moins respectée selon les pays. On trouve dans les constitutions européennes parfois des références explicites à Dieu. Alors par exemple, la constitution irlandaise, c'est la pire, qui déclare « Au nom de la très sainte Trinité de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer comme notre but suprême, etc. etc. Nous, peuple d'Irlande, reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves, etc. » L'article 6.1, ça c'est le bouquet, tous les pouvoirs de gouvernement législatif, exécutif et judiciaire émanent après Dieu du peuple. Ça s'appelle la constitution d'une théocratie, pas d'une démocratie. Et pourtant, on a laissé passer ça quand ils sont rentrés dans l'Union européenne. Alors, on retrouve aussi des références à Dieu dans la Constitution allemande, qui dit « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, le peuple allemand s'est doté de la présente loi fondamentale, etc. » Mais enfin, il est vrai que la Constitution allemande a été rédigée après-guerre par les Américains, et non pas par les Allemands. Donc, on peut peut-être y voir aussi cet effet-là. Alors, on trouve aussi en Europe des religions officielles. Alors, tout en préservant la pluralité des croyances et des convictions dans le pays, parce qu'ils n'auraient pas le droit, vis-à-vis de l'Union européenne, ils n'auraient pas le droit de faire autrement. Mais tout de même, il y a une religion officielle en Grèce avec la religion orthodoxe, le Danemark avec l'église luthérienne, qui est aussi religion officielle d'État, le Royaume-Uni avec des religions instituées. En Angleterre, on a l'église anglicane, et en Écosse, c'est l'église presbytérienne. Un Royaume-Uni qui accepte formellement le principe d'une société communautariste, et on dispose par exemple en Angleterre de tribunaux religieux compétents en matière familiale, ce qui veut dire que les droits différents peuvent s'appliquer à des citoyens. Ceux qui ont décidé d'avoir recours aux tribunaux religieux peuvent très bien avoir des mesures en matière de divorce, par exemple, qui ne sont pas du tout celles qui auront été prises par un tribunal civil. Mais la justice civile est tenue d'appliquer les verdicts de la justice religieuse. Alors c'est là sur la base, on nous rétorque que c'est sur la base du volontariat, mais vous voyez bien que ceci est la porte ouverte aux pressions qu'on peut exercer sur les individus, aux pressions qu'une communauté peut exercer sur un individu, et on n'est jamais libre qu'il soit de son plein gré demandeur d'un tribunal religieux. De toute façon, le principe de l'inégalité en droit, c'est quelque chose qui devrait déjà être totalement impossible.
De même en Grèce, très récemment d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme s'est déclarée contre l'application de la charia en matière de succession pour une femme dont le mari avait fait un testament, lui léguant tout ce qu'il possédait, et les sœurs de ce mari avaient attaqué l'épouse, disant que tout cela relevait de la charia, que c'était au mufti de se prononcer, lequel mufti est fonctionnaire d'État et a des responsabilités en matière familiale. Mais là, heureusement, la Cour européenne a tranché en disant que on ne pouvait pas empêcher un citoyen, fût-il musulman, de ne pas avoir recours au tribunal religieux s'il ne le souhaitait pas. Or, manifestement, le défunt ne l'avait pas souhaité puisqu'il avait fait un testament, ce qui ne se pratique pas selon la charia. Donc, on devait respecter son choix et il était inadmissible de lui imposer un jugement religieux. Alors, dans les pays à majorité catholique, qu'est-ce qu'on observe? On observe un combat qui est plus ou moins ouvertement assumé par l'Église contre le principe de séparation, sachant que l'Église demande toujours plus de pouvoir et plus de possibilités d'intervenir dans le débat politique. L'Église en question, l'Église catholique, prend systématiquement parti pour les partis de la droite conservatrice, avec des représentants de l'Église qui peuvent soutenir plus ou moins ouvertement des responsables politiques en appelant au vote. On a vu par exemple en Espagne ou en Pologne des curés appelés à voter pour tel ou tel parti, enfin pour les conservateurs, très très ouvertement, pour le PIS en Pologne. En Espagne, les conséquences de cet état de fait, on les voit très rapidement sur nos libertés. En Espagne, soutenu par l'Église et l'Opus Dei, le gouvernement Rajoy avait tenté en 2013 de revenir sur l'autorisation de pratiquer des IVG. Mais il a renoncé un an plus tard, parce que là, c'est les femmes qui sont descendues dans la rue, les femmes espagnoles, largement soutenues dans de nombreuses capitales européennes, je dois dire. Même phénomène en Pologne, un projet de loi interdisant tout avortement, même en cas de viol et ou d'inceste, a été rejeté en 2016, exactement de la même façon. Les femmes polonaises, quoique catholiques, sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits, et donc ils ont reculé pour l'instant. Il ne faut jamais oublier qu'ils ne renoncent pas. Donc ça recommencera. Et il ne faut pas se leurrer. C'est une victoire temporaire. En Hongrie et en Pologne, la situation est même plus grave. C'est parce que c'est toute la démocratie qui recule. En particulier en Pologne, depuis l'avènement du parti PIS, le gouvernement détricote consciencieusement l'état de droit. Il met la justice au pas, c'est-à-dire qu'il la met sous la dépendance du pouvoir exécutif, la Cour constitutionnelle en particulier, qui est la plus haute juridiction polonaise. Le gouvernement polonais avait même lancé une campagne de publicité à l'aide d'affiches très grand format avec effigie d'Hitler en 2010, où l'avortement était comparé au massacre perpétré par les nazis. Je vous rappelle que nous avons en France un archevêque, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, qui n'a pas hésité à dire, quand il était encore archevêque aux armées, que oui, en France, il y avait eu des morts au cours des différents attentats que nous avions connus, mais qu'en aucun cas, ça ne se rapprochait du nombre d'assassinats par avortement. Et cet homme a été promu archevêque de Strasbourg. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exception française en matière de laïcité? Il faudrait, je crois, aussi parler d'exception italienne, suédoise, portugaise, etc. En fait, chaque pays est unique, chaque pays est singulier, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que cette singularité est assumée par les populations. Ils ne sont pas mécontents d'avoir le régime qu'ils ont, même si certains peuvent militer pour que ça change dans un sens ou l'autre. Donc ça nous demande beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, pour ne pas avoir le comportement que malheureusement les Français ont souvent, c'est-à-dire on a découvert la bonne solution et vous n'avez qu'à faire comme nous. C'est pas comme ça que ça peut se passer en Europe. C'est réellement, nous avons des accords en commun, nous avons des valeurs communes, sont-elles bien respectées ou non? Ça, c'est un langage audible, plutôt que de dire nous avons découvert la laïcité, faites la même chose chez vous. D'abord parce qu'elle n'est pas très bien appliquée en France, et ensuite parce que nous avons découvert le meilleur régime possible pour nous-mêmes, mais pas forcément pour les autres. Et c'est cette modestie-là qu'il nous faut absolument acquérir quand on discute, quand on échange avec nos concitoyens européens. Ce qui me paraît intéressant aussi,
pour nous laïcs, c'est de poursuivre la logique laïque jusqu'à son terme, c'est-à-dire en partant de son intention d'émancipation, pour concevoir et formuler ce que c'est que le projet laïque d'une société où les êtres humains sont capables de se doter de leurs propres règles et de leurs propres lois, uniquement en utilisant leur raison et leur esprit critique. Ce projet donnerait du sens d'ailleurs à la société, parce qu'il l'inscrirait dans un cadre de valeurs qui sont très précises et qui sont d'ailleurs les valeurs européennes. Elles ne sont pas différentes. C'est un projet authentiquement humaniste parce qu'il est tourné vers l'émancipation et la progression des êtres humains d'abord. Donc c'est à nous de le formuler, d'obtenir de nos partis politiques de ce qu'on veut, chacun fait son choix, qu'ils le formulent également, mais que nous ayons une action, je dirais, politique de poids dans la construction européenne, pas uniquement dans la défense de la laïcité, mais dans la défense des conséquences de la laïcité. Et je dois dire que c'est très apprécié. Quand nous avons ce comportement et ce discours auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen, c'est très apprécié parce que c'est un discours positif, avec des propositions positives pour améliorer les droits de l'homme et l'égalité dans notre société. Je pourrais vous donner un exemple avec lequel qu'on a beaucoup défendu cette année. Le projet laïque, ce serait une société construite au bénéfice des êtres humains et non pas une société qui les aliène, tout en les sommant de s'adapter à cette aliénation. Je fais allusion à nos sociétés actuelles où les inégalités augmentent. Elles ne cessent d'augmenter jusqu'à devenir insupportables aujourd'hui, avec des révoltes sociales que nous connaissons aujourd'hui, avec l'origine des Gilets jaunes, pas les Gilets jaunes tels que certains sont devenus, mais pas seulement en France. Et ces inégalités, il ne faut pas se leurrer. Nous, en tout cas, c'est notre discours auprès des institutions européennes. Elles se creusent de plus en plus chaque année. C'est un phénomène mondial. Mais l'Europe, qui se veut humaniste, qui se veut sociale, ne doit pas laisser cela s'installer parce que c'est forcément une source d'instabilité sociale. On ne peut pas imaginer que durablement, des gens ne pourront pas vivre correctement et vont s'en contenter sans rien dire. À cette vision, évidemment, s'oppose radicalement la vision des théocrates, pour qui la loi divine se place au-dessus de toutes les autres. Les intégristes de tous bords se rejoignent sur cette croyance, et ce faisant, ils menacent autant nos libertés que la démocratie, puisque le peuple n'est plus souverain. Ils utilisent visiblement une stratégie qui est d'attaquer le maillon faible de nos démocraties, c'est-à-dire les droits des femmes. Maillon faible parce que trop mollement défendu. Si nous en avons acté le principe depuis longtemps, et depuis le traité de Rome, il y avait déjà on prononçait l'égalité homme-femme comme un objectif, eh bien, la mise en œuvre n'est pas complète, même si aujourd'hui on encense l'équipe féminine de football. Et là, je vous demande toute votre attention, parce que je vais peut-être sortir des sentiers battus. Nous venons de sociétés où l'empreinte d'une morale religieuse qui assigne aux hommes et aux femmes une place prédéterminée est encore profondément présente. Aux hommes, la guerre, la capacité de décider, le commandement, la direction de la famille, la charge de la subsistance. Aux femmes, la douceur, le repos du guerrier, le maintien du foyer, les soins apportés aux enfants. Ces vieux stéréotypes reviennent en force aujourd'hui. Ils sont même plébiscités par une partie de notre jeunesse. Les enseignants qui sont là, il doit bien y en avoir, vont pouvoir apporter sans doute quelques précisions. Il résulte que l'égalité entre les hommes et les femmes peine à s'installer dans notre société. Je n'insiste pas sur ces nombreuses manifestations que vous connaissez bien, que l'on trouve partout dans les États membres de l'Union, depuis les inégalités de revenus jusqu'aux violences exercées contre les femmes, vous connaissez. Les intégristes de toute religion, et particulièrement les religions monothéistes, combattent l'égalité homme-femme et empruntent la porte d'entrée que nous leur laissons pour s'attaquer ensuite aux droits humains. L'enjeu pour eux n'est pas d'émanciper les hommes et les femmes, mais de les soumettre à leurs règles et de renoncer à l'égalité entre les hommes et les femmes d'abord, puis à l'entièreté des droits humains. Selon eux, et notamment je parle là des intégristes chrétiens, l'Europe s'est fourvoyée lorsqu'elle a substitué les droits de l'homme universels à cet ordre qu'ils appellent naturel. Que ce soit en légitimant l'obligation du port du voile pour les musulmanes ou les pratiques de l'islam les plus rigoristes, ou en contestant le droit des femmes à la contraception et à l'IVG,
l'offensive des intégristes est déclenchée. Elle appelle de notre part une résistance sans faille. Et je dis de notre part à tous, à nous tous, citoyens et citoyennes, car cette offensive n'est que le prélude à une autre, généralisée, contre les droits de l'homme et contre la démocratie. Un rapport édité par EPF, qui est une organisation de parlementaires européens, non pas du Parlement européen, mais des parlementaires nationaux. European Parliamentary Forum, qui est un forum donc, de parlementaires européens qui défendent les droits de l'homme, décrypte très bien l'action de ces intégristes chrétiens. Évangéliques, orthodoxes, intégristes catholiques coopèrent sous la protection bienveillante du Vatican, avec le financement de quelques milliardaires qui les soutiennent, des Russes en particulier, des Brésiliens, des Mexicains. Cette organisation internationale a un blog dénommé Agenda Europe. Elle a mis en place une structure pyramidale et une stratégie pour, disent-ils, restaurer l'ordre naturel. Vous avez des responsables internationaux qui définissent une stratégie mondiale, des responsables, on va dire, régionaux, qui recouvrent plusieurs pays, qui travaillent l'adaptation de cette stratégie internationale aux régions, et on retrouve les structures locales qui les mettent en œuvre dans chaque pays. En France, on retrouve le nom de Ludovine de la Rochère, qui est leader de la Manif pour tous pour la France. Les stratégies qu'il recommande sont au nombre de 4. Et vous allez voir qu'elles vont vous rappeler des choses vues ou entendues. Première stratégie, utilisons les armes de nos adversaires et retournons-les contre eux. Alors les chrétiens seraient des victimes et tous les propos anticléricaux sont christianophobes. On ajoute un adjectif dévalorisant pour les adversaires. Les féministes radicales, les groupes homosexuels radicaux, les laïcs radicaux, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est une terminologie qu'ils ont lancée et qui fait son chemin. Stratégie 2, définir nos enjeux en termes de droit. Alors on détourne le langage du droit. Par exemple, on va parler du droit des pères à prévenir l'avortement de leurs enfants. On va parler du droit des parents à être les premiers éducateurs de leurs enfants. Du droit des parents de recevoir des informations correctes et non de la propagande sur la sodomie. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent l'homosexualité. La liberté de conscience ne s'exprimerait que lorsqu'un médecin refuse de pratiquer des IVG en activant sa propre clause de conscience. Ça, c'est pour la stratégie 2. La 3, maintenant. Élevons-nous contre les opposants malveillants et hostiles. Alors, il demande, par exemple, le démantèlement de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une agence rattachée à la Commission européenne, chargée de montrer comment les droits fondamentaux sont respectés ou pas respectés dans l'Union européenne, et de faire des propositions d'action. Et cette agence, évidemment, s'acharne à défendre les droits des femmes, puisque c'est dans nos textes. Donc, ils en demandent le démantèlement. Stratégie 4. Devenons des interlocuteurs respectés au niveau international, c'est-à-dire, je cite, faire rentrer les bonnes personnes dans les bonnes institutions, en commençant par dresser la liste des postes clés qui seront prochainement vacants. À l'ONU, à la Cour de justice européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, dans les personnels de l'Union européenne, etc. Nous voilà prévenus. Et vous voyez qu'on a tous vu des éléments de cette stratégie apparaître au hasard des réactions, des déclarations, de ce qu'on voit dans la presse. Quant aux intégristes musulmans, on ne peut que contester que les multiples officines de propagande liées aux frères musulmans ou aux salafistes répandent une idéologie politique sous couvert de religion qui consiste à placer les règles divines au-dessus de celles des hommes, donc à rejeter des lois qui seraient en contradiction avec les règles religieuses. Le président du Sénat en France vient d'alerter sur le danger que représenteraient dans des communes ghettoisées des élections qui pourraient être gagnées par des partis religieux qui contestent les valeurs républicaines. Malheureusement, il en déduit que c'est à l'État d'organiser un islam adapté, je reprends ces termes, islam adapté à la République. La solution n'est donc pas laïque pour lui. Comment peut-on agir pour la laïcité en Europe? Eh bien, je crois que nous avons un excellent rempart, qui sont les droits fondamentaux. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour faire barrage aux théocrates. Il ne faut rien céder sur les droits des femmes, et même les consolider en faisant de l'interruption volontaire de grossesse un droit fondamental européen. Ce n'est pas encore le cas. Il deviendrait alors inattaquable dans tous les États. Il serait pour cela nécessaire que le nouveau Parlement européen puisse voter ce genre de directive
ce qui n'est pas acquis, comme vous le savez, avec les derniers résultats. Mais on ne le saura en fait définitivement que lorsque tous les groupes parlementaires seront constitués, puisque je vous rappelle que l'extrême droite europhobe et populiste n'a pas pu faire son union, et que donc il ne représente pas un groupe parlementaire puissant. Et je dois dire que l'échec de Nathalie Loiseau à la présidence du groupe de l'ADLE est en cela une très bonne nouvelle, puisque Nathalie Loiseau avait, au cours de sa campagne, invité la presse à une messe à La Réunion. Et quand on lui avait dit que c'était quand même contraire à la laïcité, elle avait été stupéfaite, elle avait en substance répondu « Ah bon, et pourquoi ?» Ce que nous devons faire aussi, c'est ne rien céder sur les libertés individuelles affirmées dans les conventions internationales qui régissent notre droit, ni aux demandes, et j'ai bien dit libertés individuelles. Hein, les droits de l'homme, ce sont des libertés individuelles. Nous ne devons pas céder aux demandes de liberté collective qui seraient accordées à tel ou tel groupe, parce que ce serait la porte ouverte aux pressions exercées sur les individus et aux privations de liberté individuelle. Nous ne devons pas céder non plus aux injonctions de ceux qui considèrent que la France se singularise par sa laïcité et qu'elle devrait s'aligner sur les autres pays. Alors lesquels d'ailleurs, parce qu'avec la diversité qu'on connaît en Europe, on ne sait pas très bien sur qui il faudrait s'aligner. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que les mêmes qui demandent, qui critiquent la soi-disant singularité de la France, sont les mêmes qui bizarrement font l'apologie du droit à la différence. L'idée de séparation n'est pas neuve, elle a quand même bien plus de 200 ans, l'idée. Elle est appliquée en France depuis plus de 100 ans. Elle reste d'actualité, toujours indispensable pour la défense des droits humains. J'ai cité l'exemple de pays qui ont opté récemment pour la séparation. Nous n'avons aucun exemple du contraire, même en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire de pays qui auraient connu la séparation et qui y auraient renoncé. On pourrait arguer que la Turquie est dans ce cas, mais avec les dernières élections à la mairie d'Istanbul, où c'est un laïc qui vient de remporter la mairie d'Istanbul, on peut se demander si sur le temps long de l'histoire, la Turquie va vraiment connaître la régression que nous redoutons vers un régime totalement religieux. C'est pas certain. Et si les laïcs arrivent à reprendre le pouvoir, ça veut dire qu'on aura connu une parenthèse de régression, mais pas une régression définitive. C'est toujours très difficile d'interpréter l'actualité à la lumière du temps long de l'histoire, mais là, je trouve que c'est un élément qui pourrait être encourageant pour la séparation. On n'a pas d'exemple du retour en arrière. Et puis, je reviens sur ma marotte, qu'il est également primordial que les laïcs approfondissent leur réflexion au-delà de la laïcité sur les conséquences des libertés et de l'égalité qu'elle garantit pour penser la société humaniste et laïque de demain. Et je vous remercie de votre attention, et si vous voulez poser des questions ou apporter quelques éléments au débat,